Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Frédéric Vanson. Lors des présentations de ce matin, Gérald a décrit un peu la nouvelle organisation du CEMAFROID qui a été regroupée en deux pôles, un pôle expertise et essai et un pôle certification et inspection. Je suis en charge du pôle certification et inspection et j'interviens également donc, sur la partie audit énergétique où je suis le référent transport. Les audits énergétiques sont quelque chose d'assez nouveau. Ça a été mis en place, il y a eu une dérogation qui avait été donnée jusqu'au mois de juin de cette année et on a eu donc l'occasion déjà de faire quelques audits énergétiques pour différents types d'activités. Je vais vous parler brièvement des ressources aujourd'hui énergétiques. Donc l'Union européenne consomme environ 20% de l'énergie produite dans le monde et importe globalement plus de la moitié de son énergie. Une part qui pourrait passer de 70 à 75% d'ici à 2030, avec près de 40% de charbon, plus de 60% du gaz et 80% du pétrole qui sont consommés, qui sont importés, et le tiers des importations de pétrole et de produits raffinés qui viennent de Russie. Les principaux fournisseurs de pétrole étant la Russie, les pays de l'OPEP et la Norvège. Les principaux fournisseurs de gaz, la Russie, la Norvège et l'Algérie, avec le charbon qui provient essentiellement de Russie, de Colombie, d'Afrique du Sud et des États-Unis. Donc ici avec la répartition de la dépendance énergétique des différents pays. Donc on a pu constater entre 1973 et 2013 une hausse assez significative des prix de l'énergie, donc avec le graphique qui montre l'évolution du prix en centimes d'euros TTC par kilowattheure, avec, comme vous pouvez le voir, une très forte augmentation de l'électricité et du propane. Donc pour faire face à toutes ces augmentations, en 2007, le Conseil européen a fixé des objectifs en termes d'énergie renouvelable qui devait monter à une part équivalente à 20%, une diminution des rejets de gaz à effet de serre de l'ordre de 20% également, et une amélioration de l'efficacité énergétique de 20% également. Donc le constat en 2012, donc 5 ans après la mise en place de ces mesures, était que ça n'avait pas fonctionné au niveau où il le souhaitait et que l'amélioration de l'efficacité énergétique avait pas atteint péniblement 6 ou 7%. Il a donc été pris la décision de renforcer la réglementation avec la directive 2012-27 UE qui parlait donc d'audit énergétique si on veut simplifier. Donc de cette réglementation a découlé une réglementation française avec la loi du 17 juillet 2013 donc, qui a transposé la directive européenne. Un décret en décembre 2013 donc, qui a décrit qui était concerné, les différentes sociétés, on va le voir juste après, et puis un décret pour les modalités d'application suivi d'un autre décret qui a précisé encore un peu plus les modalités d'application de ces audits énergétiques. Donc les exigences déjà donc pour les sociétés, ce sont des audits qui sont obligatoires pour des entreprises, donc sirènes, groupes, on parle ici pas d'établissements mais de groupes, qui ont un nombre d'employés supérieur à 250 ou qui génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros ou un résultat supérieur à 43 millions d'euros. L'audit énergétique doit représenter, quel que soit le type d'activité visée, donc que ce soit dans le transport pour des parcs de véhicules ou que ce soit en industrie pour des parcs d'installation. Si on parle de groupe au sens large, pour chaque typologie, l'échantillon visé est égal à la racine carrée du nombre de sites total.
Et l'entreprise a donc une obligation de remettre la synthèse du rapport au préfet de région. Donc ce sont les DREAL qui sont en charge de ces dossiers. Voilà. Avec un audit qui doit couvrir 80% de la facture énergétique. Donc on doit identifier les différents postes qui vont couvrir 80% de la facture énergétique du groupe. Voilà, donc on le retrouve ici. Alors, suivant les typologies d'activité, on sera plus sur de l'électricité, sur du gaz, sur du carburant. Par exemple, dans le transport, on sera majoritairement sur du gasoil, et puis sur du GNR pour les sociétés qui ont une activité de transport frigorifique avec l'alimentation des groupes, qui aujourd'hui doit obligatoirement être faite avec du GNR. On a eu une interdiction sur le fioul. Donc voilà, donc, tout ça passe par l'estimation à la base de la facture énergétique et des différentes composantes de cette facture pour que l'audit énergétique couvre le spectre. Alors pour réaliser ces audits, plusieurs normes ont été éditées, alors qui définissent le cadre général, et puis ensuite, par type d'activité, la méthodologie à appliquer et les points à viser lors de l'audit et dans la construction des rapports. Donc on a la 16247.1 pour le cadre général, la 2 pour les bâtiments, la 3 pour les procédés industriels et la 4 pour le transport. Voilà. Je ne vais pas aborder plus la partie de la charte CO2 puisqu'on y reviendra dans une présentation tout à l'heure. Voilà. Alors la synthèse du rapport doit comprendre la hiérarchisation des opportunités d'amélioration. Donc ça passe par un relevé complet et puis ensuite l'étude des différentes pistes à explorer en termes d'économie d'énergie, de programmes à mettre en œuvre, que ce soit des programmes logistiques, des programmes de formation, des programmes de transformation, et donc qui doivent donner lieu à des propositions étayées sur des fiches avec des études de faisabilité, de rentabilité, de retour sur investissement. Alors l'état des lieux, c'est l'information générale sur l'organisme audité, bien sûr, le contexte de l'audit, donc le type d'activité visée, la description des processus, donc ce sont des installations ou des entrepôts frigorifiques, c'est de l'industrie, les différentes activités qui seront visées, et les installations qui sont liées à ces activités. Et puis, dans le cadre de sociétés de transport, comme on a eu l'occasion de le faire, ce sera sur la typologie du parc, par exemple, la répartition sur les semi-remorques, sur les poids lourds, sur les vulles éventuellement, et sur les modes de distribution. Et ensuite, donc, les normes et les règlements applicables aux différentes activités spécifiquement. Et le contenu de l'audit, donc bien évidemment, l'analyse de la consommation d'énergie pour les activités visées, et la description des domaines d'application avec un calendrier et un périmètre défini pour chaque partie. Alors dans le contenu de l'audit, on aura bien sûr la description de tout ce qui concerne la collecte des données, donc tous les relevés sur site qui peuvent être faits, de mesures de fonctionnement, de consommation énergétique, de consommation de carburant par exemple, ou d'électricité, tout ce qui peut être en place au niveau mesure, donc des compteurs d'énergie, des systèmes embarqués qui permettent de mesurer instantanément les consommations par exemple aussi en fonction des typologies de route. Alors je suis toujours un peu orienté transport, hein, excusez-moi, mais c'est plus mon domaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies embarquées qui se développent et qui permettent aux pilotes, aux gestionnaires de parc d'avoir en instantané ou en quotidien toutes les informations liées à la consommation d'un véhicule donné par rapport à une tournée, un chauffeur, à
à tous les paramètres en fait, qui peuvent influer sur une tournée de livraison, par exemple. Et donc la définition des critères de hiérarchisation en fonction des opportunités d'amélioration, donc des technologies existantes, des modifications possibles sur site. Ça peut aller de choses très simples comme simplement de la prise en charge des nouveaux personnels à la formation et à des systèmes beaucoup plus lourds de comptage d'énergie, de portiques, de mesures qui permettent de retranscrire en permanence les différentes consommations et de mesurer surtout le point qu'on a pu relever durant ces audits, c'est qu'il y a des fonctionnements qui sont en place et que ces fonctionnements sont parfois assez mal mesurés. Ou alors des actions sont mises en place pour réduire les consommations d'énergie, mais les indicateurs dont disposent les pilotes qui mettent en place ces actions, les indicateurs ne sont pas clairement définis ou les moyens de mesure ne sont pas clairement définis. Donc, ce qui ressort de tout ça, c'est surtout les outils à mettre en place pour mesurer ce qui existe et ce qui est fait. Donc sur les opportunités d'amélioration, donc il s'agit de propositions d'action, des recommandations par rapport à des constats qui sont faits à un moment donné. Il faut indiquer les limites de précision, puisque l'audit inclut un certain nombre de documents qui doivent être mis à disposition, en plus du relevé qui est fait directement sur les sites. Et donc l'audit dépend aussi de la qualité des informations qui sont transmises. Donc les évaluations et les prévisions qui peuvent être faites sont toujours faites dans la limite des informations qui ont été collectées. Alors, on a pu rencontrer lors de certains audits, alors, soit des cas où on avait énormément d'informations, on avait des choses très précises, soit des choses qui étaient beaucoup moins claires, beaucoup plus basées sur des estimations ou sur l'idée qui pouvait être perçue par les demandeurs de l'audit sur leurs activités, sur leur consommation en général, ou sur les causes de surconsommation, par exemple. Donc ensuite, il faut définir des indicateurs de performance pertinents en fonction du suivi d'action. Sont des quantités de carburant par tonne transportée, enfin, des choses assez précises. Toujours en tenant compte des contraintes réglementaires, puisqu'on a vu au départ qu'il y avait des règlements associés à certains types d'activités, notamment dans l'industrie, où on peut imaginer plein de solutions. Il faut quand même qu'elles restent dans des cadres admissibles. Et ensuite, toutes les informations concernant les aides et les subventions possibles, en général les certificats d'économie d'énergie ou tout autre type de subvention qui pourrait être apporté sur un exemple précis pour une société de transport avec par exemple la mise en place d'un portique pour mesurer les pressions de pneus, donc un véhicule qui rentre, automatiquement toutes les pressions qui sont mesurées, sachant que la pression d'un pneumatique est directement liée à la consommation. Et ce matériel-là, en fait, coûte assez cher. Il existe aujourd'hui des possibilités de financement pour ce genre de matériel, en partenariat avec le manufacturier ou avec des solutions locales de subvention. Voilà, ici, donc, un exemple de description de recommandation par importance d'économie. Donc ici, vous voyez que les économies d'énergie ont été... les quantités de kilowattheures qu'il est possible d'économiser ont été hiérarchisées, donc, avec un poste éclairage, chauffage, et un autre poste d'éclairage et en fonction des types d'activités. Donc éclairage extérieur, système de régulation de température, déclenchement de production d'eau chaude au déclenchement des ventilateurs ou dans l'entrepôt par exemple changer les tubes fluorescents par des LED, ce qui se fait beaucoup. Il y a aujourd'hui des sociétés qui proposent de prendre en charge par exemple le remplacement des tubes fluorescents, de mettre en place tout l'éclairage LED et de se payer en fait sur la différence de facture énergétique. Donc le matériel est mis en place et ensuite l'économie réalisée paye l'investissement. Donc pour le client finalement
c'est transparent, il garde la même facture pendant quelques années de plus, et à la fin, il est propriétaire du matériel et de l'économie réalisée. Et donc ensuite, avec les économies engendrées en euros. Alors, qui peut réaliser l'audit? Donc, un prestataire externe qualifié par différents organismes, donc le LNE, l'OPQIBI ou l'AFNOR, par exemple. Nous sommes qualifiés par l'OPQIBI, ou un personnel interne à l'entreprise qui est capable de démontrer ses compétences sur le domaine, avec des conditions qui sont définies dans un arrêté de 2014. Et pour les exemptions, donc les entreprises qui sont inscrites dans une démarche ISO 50001 ou 14001, donc démarche de management environnemental, si on veut, sont exemptées de l'audit énergétique. Alors les principaux gisements d'économie d'énergie, comment dire, on a majoritairement les postes électricité, gaz naturel, GPL ou fuel qui sont impactés. Ce sont les points directement visés lors de l'audit énergétique. Quel que soit le type d'activité, on revient régulièrement sur ces postes-là. Ensuite, sur les systèmes, les procédés, les productions de froid, donc tout ce qui peut être régulation, les modes de chauffage, les régulations internes des bâtiments, ce qu'on appelle aujourd'hui les bâtiments intelligents, qui prennent en compte les utilisations, jour, nuit, les périodes d'activité, le free cooling de nuit par exemple, qui est utilisé beaucoup. J'ai à l'esprit un de nos clients là, qui vient de terminer son nouveau bâtiment, qui est indépendant énergétiquement, et où la nuit par exemple ils sont en free cooling, ils refroidissent la totalité des bureaux, et ensuite pendant la journée, aucune fenêtre ne s'ouvre. Ça peut paraître un peu bizarre, mais on arrive dans un environnement qui permet de passer toute la journée de travail sans avoir de consommation énergétique annexe, par exemple. Et ensuite, donc, les MTD, les meilleures techniques disponibles, qui sont les évolutions de la technologie en place, par exemple. Alors, les obligations. Donc, l'obligation de faire l'audit existe, mais pas de mettre en œuvre les préconisations. Donc, les entreprises concernées ont une obligation de rendre des comptes au DREAL, de faire réaliser l'audit et de leur envoyer le rapport, mais pas de mettre en œuvre les préconisations des auditeurs qui ont été mises à l'intérieur. Voilà. Et pour ceux qui seraient réfractaires à l'audit, les sanctions équivalentes à 2% du chiffre d'affaires du dernier exercice clos seront appliquées. Donc ce qui pèse déjà lourd dans l'économie d'une société. Il y a une forte incitation. Et l'incitation est beaucoup plus forte, par exemple, que dans le cadre des inspections CleanPack qui avaient été mises en place. Alors la réglementation existe toujours, mais est très peu suivie. L'idée générale était un peu la même, mais il n'y avait pas non plus d'obligation de faire, mais il n'y avait pas de sanction. Donc pas de sanction, pas d'incitation. Voilà. Donc ici un exemple de certificat de qualification de l'OPQIBI, donc celui du Sémafran. Voilà. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.